Au début, il n'y avait pas forcément d'ambition entrepreneuriale. Top 3 des podcasts érotiques les plus écoutés en France. J'avais pas compris qu'être un entrepreneur, c'était gagner de l'argent. Quand t'es à la bonne place, tu le sens en fait. Assez rapidement, j'ai commencé à avoir des clients. Bienvenue à tous dans cette interview où on est dans le cadre d'une rencontre incubateur avec tous les participants. Et aujourd'hui, on est avec Colette pour découvrir son parcours entrepreneurial. Bienvenue Colette. Salut Charlie, merci pour ce moment. Ça va ? Ouais, ça va très bien. Écoute, on vient de faire une petite séance de play fight, on s'est battus ensemble et je pense qu'on a gagné des points en fraternité et sororité, toi et moi. Je pense. Et donc là aujourd'hui, on va découvrir un peu ton parcours entrepreneurial. Pourquoi tu entreprends ? Qu'est-ce qui te motive et où tu en es concrètement aujourd'hui ? Alors est-ce qu'en 2 mots, tu peux nous présenter ce que tu fais et comment t'en es arrivé là ? Alors, ce que je fais. Donc, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je suis devenue coach en relations amoureuses et affirmation de soi. Je suis arrivée là par un biais qui est d'abord par la création d'audio érotiques, où en fait, ça a commencé où j'avais un besoin de créer et un besoin également de retrouver un peu ma sexualité, qui j'étais, qui j'avais envie de devenir en tant que femme libre. Et donc, j'ai commencé en fait à créer des histoires, à les mettre en son. Au début, il n'y avait pas forcément d'ambition entrepreneuriale, d'ailleurs, c'était vraiment plutôt un besoin créatif. Et puis au fur et à mesure, en fait, ça a commencé à plaire à beaucoup de monde, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Et puis surtout, moi, j'ai commencé à me rendre compte à quel point je prenais mon pied, sans vilain jeu de mots, à faire ça. Et que, en fait, j'avais une fibre entrepreneuriale qui était hyper ancrée en moi, dont je ne m'étais pas rendu compte, en fait. Ou en tout cas, que je n'avais pas mis autant d'énergie. J'avais pas mis mon attention là-dessus dans mes autres années, dans mon travail précédent, quoi. Et donc de fil en aiguille, j'en suis venue à arrêter mon métier précédent et à me lancer complètement dans l'entrepreneuriat. Tu faisais quoi avant ? Alors j'étais assistante réal dans le cinéma. Donc assistante réal, grosso modo, c'est la personne qui crie, donc il y a quand même de la voix quelque part, c'est la personne qui crie silence sur les plateaux, mais beaucoup plus en profondeur, c'est la personne qui va vraiment organiser un tournage à partir d'un scénario. Donc on va venir décortiquer le scénario dans ce qu'on appelle un dépouillement, en séquence, en sous-séquence, et on va venir organiser le film. Donc quelque part, finalement, il y a déjà de l'entrepreneuriat parce que c'est du project management. Et puis le but de l'assistant réal, c'est que le film soit fait en temps et en heure et qu'on respecte les besoins de tous les services de la chaîne pour fabriquer un film. Mais ça manquait un peu d'artistique à mon goût, en tout cas. Et du coup, tu dis la première motivation à faire tes podcasts érotiques, c'est ça ? Et il vient d'un besoin créatif. C'est ça que Oui. t'as comment. Et pourquoi tu as eu un besoin créatif ? Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de ça ? Ça, je pense qu'en fait, j'ai toujours eu ça. En fait, à la base, moi, je m'étais lancée dans le cinéma je pense en fantasmant un peu mon métier et en me disant « Ah bah oui, ça va être trop bien. Si j'ai un métier dans un milieu aussi artistique, forcément, je vais faire de l'art. » Et finalement, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup organisé, j'ai appris à faire un métier qui m'a beaucoup plu, qui m'a apporté plein de choses, mais que j'avais beaucoup plus besoin de créer moi-même des choses que ce que je ne pensais. Donc oui, plus j'ai appris à me connaître et plus j'ai compris que en fait, moi j'ai besoin de m'impliquer à fond dans un projet, et donc m'impliquer à fond, ça veut aussi un peu dire il faut que je porte le projet dans mon sang, dans mes veines, quoi. Avoir un grand spectre d'action, de pouvoir être libre dans ce que tu veux faire, quoi. Oui, c'est ça. Et donc tout à l'heure, tu nous as partagé que tu avais eu envie d'explorer la femme que tu étais, ta sexualité, d'être une femme libre, tu as dit. Et tu as lié en fait cette exploration et ton besoin créatif et tu as créé donc du coup ces podcasts créatifs. Et tu as dit ça a bien marché et c'est comme ça que tu as pu identifier ta fibre entrepreneuriale, c'est ça ? Un peu ? Oui, en fait, au bout de 3 mois, après 3 mois, au début, en fait, je faisais les podcasts un peu dans mon coin comme ça.
Et puis, un jour, j'ai envoyé à un auteur anonyme en ligne, je lui ai dit, ah bah tiens, avec ton texte, je l'ai mis en son, j'en ai fait une petite création sonore, je te l'envoie, ça peut te faire marrer. Et en fait, à partir de là, il m'a dit, ah mais c'est super, tu devrais continuer. On a eu un peu une relation comme ça, professionnelle, épistolaire. C'est quelqu'un que j'ai quasiment jamais rencontré de ma vie. Ok. Et puis en fait, j'ai commencé du coup à en parler autour de moi parce que je commençais à avoir un monde intérieur assez puissant, assez fort, et en même temps, je voyais que du coup, plus ça prenait de la place dans ma vie, et moi, j'avais envie de continuer mon métier, et que en fait, ce qui me faisait kiffer finalement, c'était la création des audios, mais c'était aussi le fait de créer un site internet, et puis du coup, j'ai envie de lancer une newsletter, et puis j'ai envie de... Pour moi, en fait, ce projet a été la bonne excuse pour apprendre à me connaître, pour apprendre à explorer ma sexualité, pour définir mes propres limites, mes propres besoins. Et ça a été vraiment mon excuse un peu pour faire ma recherche un peu sociologique, anthropologique sur le sujet, quoi, sur la sexualité. Et j'avais qu'une envie finalement, c'était de pouvoir transmettre ça et d'en faire un univers à part entière. Ouais, t'as eu envie de partager très vite en fait. Oui, et puis en fait j'ai commencé à saouler mes potes. Donc au bout de 3 mois, mes potes, ils en ont eu tellement marre que je leur parle de ça tout le temps. Puis ils sont intéressés par la sexualité comme beaucoup de personnes, mais peut-être pas comme moi je l'étais. Et du coup, ils m'ont dit, mais meuf, publie tes trucs, genre c'est bon, genre fais ton podcast, sors-les tes audios. Et puis voilà. Et après 3 mois... Tu dis ça a marché, oui. C'est-à-dire au bout de 3 mois, je commence à avoir 10 000 écoutes par mois. Sachant que moi, j'ai publié un peu comme ça. Au début, c'était assez anarchique. J'avais pas forcément de plan de diffusion. Enfin, j'y connaissais rien, honnêtement. Enfin, ni à l'entrepreneuriat, ni à la création de contenu, etc. Donc, aucune stratégie. Et puis, très vite, j'ai été top 3 des podcasts érotiques les plus écoutés en France. 3e mois, 10 000 écoutes par mois. Donc, ouais. C'est extraordinaire. C'était super, ouais. Donc là, 10 000 écoutes par mois, c'est quand même fou. Qu'est-ce que tu te dis? Comment tu gagnes ta vie? Pourquoi tu fais, comment tu as fait la transition entre ton métier et les podcasts à temps plein ou pas? Comment ça s'est passé un peu cette transition? Explique-nous. Déjà à ce moment-là, je me suis pas encore dit ah ok, je veux tout arrêter, je veux en vivre, etc. Parce que moi, ça a été vraiment un besoin créatif, donc j'avais pas... Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai beaucoup appris au cours du mastermind et que j'avais déjà un peu appris avant, mais que c'était pas complètement acquis. Et là, ça commence à être plus intégré. C'est que j'avais pas compris que être un entrepreneur, c'était gagner de l'argent. Et puis, du coup, pouvoir mettre des chiffres aussi sur tes résultats et pas que de la reconnaissance. Et à ce stade-là, en fait, ça c'était il y a 4 ans. J'en étais encore au stade où ah ok, c'est reconnu, c'est cool. Bon je peux peut-être gagner ma vie avec. Sans prendre en compte le fait que oui, en fait il faut peut-être un peu un espèce de business model ou à moins avoir une idée de à qui est ta cible, quelles sont vraiment les personnes qui écoutent ce que tu fais. J'étais à 10 000 de tout ça, donc à ce moment-là j'étais plus dans une réflexion de déjà ok, en fait ça me fait vraiment kiffer, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose qui m'anime et je me sens aussi beaucoup plus à ma place, beaucoup plus alignée quand je suis dans ces réflexions-là. Et puis ça se ressent en fait tout de suite parce que les personnes qui viennent te voir, que ce soit tes amis ou des personnes que tu connais pas en soirée et qui tout d'un coup, quand ils savent que tu fais ça et ils sentent ton énergie et la manière dont on parle et ils viennent te poser des questions, quand t'es à la bonne place, tu le sens en fait. Il y a vraiment un truc qui se passe et t'es en mode ah ok, en fait. C'est fluide. Ouais, c'est fluide. Et moi, je pensais que j'allais faire du cinéma toute ma vie, et tout d'un coup, je me dis, mais en fait, peut-être que c'est pas forcément là ma place, finalement. Ou peut-être plus, mais... et donc, je te dis tout ça parce que j'étais intermittente du spectacle à ce moment-là, forcément. Ça faisait 10 ans que j'étais intermittente du spectacle. Je travaillais beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime travailler. Et du coup, là, j'avais plusieurs mois devant moi pour pouvoir justement profiter un peu de l'intermittence. Enfin, j'aime pas dire profiter, parce que c'est pas le cas, parce que j'ai beaucoup travaillé pour. Mais là, en l'occurrence, du coup, j'ai fait le choix de refuser certains projets
pour me mettre en chômage et pour essayer de faire ma transition. Donc tu as vécu sur le chômage au début. Ouais. Et là, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, est-ce que tu avais un plan pour te dire j'ai X mois pour gagner de l'argent? Parce que est-ce que tes podcasts te permettaient d'avoir... Est-ce que tu dégageais du revenu de tes podcasts? Très peu. C'était quoi un peu ton plan en fait? Alors attends, faut que Parce je que me là, tu es souvienne. intermittent du spectacle, tu gagnes de l'argent en tant qu'intermittent du spectacle. Alors t'as à tes ce podcasts. moment-là, alors à ce moment-là, mon plan, c'était au tout début, mon plan, c'était de me dire, ok, je vais ouvrir un Patreon et ça va être un système de dons et je vais fonctionner comme ça. Donc en développant une communauté, en ouvrant un Patreon, et si vous m'appréciez en tant que créateur de contenu, vous pouvez me soutenir comme ça. Et donc là, très vite, j'ai ouvert ma newsletter. Au bout du 4e mois où je commençais à faire du podcast, en fait, c'était la période du Covid aussi, donc j'ai eu du temps. Et j'avais ce besoin de créer et d'écrire, donc pour moi, c'était logique de faire la newsletter. Ouais, j'ai commencé avec le Patreon pendant 6 mois, quelque chose comme ça. J'ai fait que le Patreon. Ça se passait bien, mais finalement, assez vite, j'ai compris que ça n'allait pas me correspondre sur la longue durée. Parce qu'il y a quelque chose où du coup je me sentais redevable à devoir créer pour des personnes finalement dont je ne voyais pas le visage. Ouais, moi j'ai une relation un peu, enfin ça m'a pas convenu. Oui, il y avait vraiment ce truc où du coup j'avais plus l'impression de créer pour créer, mais j'avais l'impression qu'il fallait qu'en fait que tous les mois il fallait que je sorte des nouvelles choses tout le temps. Et ça j'ai pas apprécié parce que ça m'a fait ce truc où je me suis dit, ah, mais moi j'ai pas envie de devenir le Netflix de l'érotique. J'ai envie que chaque histoire que je fais, il y ait vraiment de la réalisation, de l'intention. Bah, je viens du milieu du cinéma et ça je pense que c'est un peu gravé en moi. Il y a vraiment une envie de qualité derrière, d'intention de mise en scène. Et donc tout d'un coup, devoir faire des histoires pour faire des histoires, j'ai eu l'impression de rentrer dans un moule qui ne me convenait pas. Donc j'ai un peu forcé dans ce chemin-là et ça m'a pas fait du bien. Après, j'ai essayé de faire du sponsoring. Le sponsoring, je me suis heurtée à des nouvelles choses, dans le sens où, du coup, bah, là, il fallait prospecter. Donc tout ça, moi, je ne connais pas du tout à ce stade-là. Il faut prospecter, trouver des clients, développer un CRM. J'ai toujours pas tout... Enfin, tu vois, CRM, à ce moment-là, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, voilà, tout ce... Et là, démarre tout ce petit glossaire, justement, de l'entrepreneuriat et... Ok, comment ça marche? Et puis le prospect, quand on l'a au téléphone la première fois, qu'est-ce qu'on lui dit? Comment on se vend? Il y a toute la psychologie, en fait, derrière, psychologie de vente. Au début, ouais, c'est vraiment pas évident. Et puis moi, j'étais vraiment dans cet archétype de ah bah moi, je suis une créative, donc je sais pas gagner de l'argent, donc je sais pas vendre. Et puis c'est en gros, bah oui, forcément, donnez-moi de l'argent puisque c'est bien ce que je fais. Mais j'avais pas cette conscience derrière que bah, la marque qui donne des sous, c'est aussi parce que bah, il faut que ça lui soit rentable d'une manière ou d'une autre. Enfin, ça paraît logique dit comme ça, mais en fait, quand on est dans le moule, on est dans ses propres problèmes. J'étais dans mes propres problématiques et je me mettais pas assez justement à la place du client quelque part, quoi. Donc ouais, à ce moment-là, j'ai fait une formation chez Live Mentor qui s'appelle Vendre et Convaincre, qui est bien, mais qui n'était pas adapté à moi, en fait. C'est ce dont je me rends compte maintenant. Mais à ce moment-là, pareil, quand tu débutes, bah, tu sais pas trop ce qu'il te faut aussi. Et moi, j'étais persuadée qu'il fallait que j'apprenne à vendre et convaincre, parce qu'en effet, j'avais des faiblesses là-dedans. Mais en fait, du coup, j'ai appris à vendre et convaincre et prospecter des marques et tout ça. Et puis, une fois que j'ai commencé à gagner un peu de sous avec ça, je me suis rendu compte que finalement, vendre à des sponsors, ça ne me convenait pas du tout non plus. Donc j'ai un peu appris tout plein de choses qui ne m'ont pas forcément convenu à moi. Et le sponsoring, pourquoi ça ne me convenait pas en quelques mots, ça ne me convenait pas parce que ce qui a été compliqué pour moi, c'est que tout d'un coup, il fallait voir ce que je créais, mes produits, sous un spectre de nombre d'impressions, de nombre de vues, de KPI, voilà le fameux lexique glossaire. Là, si les personnes qui écoutent ou qui regardent cette vidéo veulent savoir ce que ça veut dire, ils te demanderont plutôt qu'à moi, parce que même si maintenant j'ai compris, mais bon.
Ouais, il y a des attentes derrière qui, en fait, finalement, là, moi aussi, je me suis rendu compte que c'était compliqué pour moi parce que je me sentais pas alignée avec le fait de créer juste pour vendre à des marques et que finalement, du coup, je parlais de marques où je faisais du sponsoring pour les marques dans mes podcasts et que moi, enfin, pour pas parler vulgairement, je me crevais le cul parce que j'essayais vraiment de faire des choses hyper quali pour elles et tout. Et que finalement, les ventes, tu sais jamais trop en plus si ça marche pas, avec le lien. Il y a des gens à qui ça convient très très bien ce système. Je suis pas en train de dire que c'est pas un bon système. Je suis en train de dire que moi ça ne me convenait pas parce que moi je me suis pas retrouvée dans ce système-là et du coup j'ai trouvé ça bizarre que finalement je mettais beaucoup d'énergie à parler des marques et et ouais, et puis après, du coup, devant la communauté, si tu changes de marque tous les X temps, comment c'est vu, enfin, peut-être que tu saurais mieux trouver les mots pour moi pour expliquer ce que j'ai vécu, mais en tout cas, moi, je me suis pas sentie alignée dans cette méthode-là, quoi. Et à quel moment tu t'es dit, du coup, dans tout ce que tu nous racontes, le fait de vouloir te faire accompagner, et qu'est-ce que ça t'a apporté de rejoindre l'incubateur d'Atomic, du coup? Pour moi, le gros déclic, il a été... En fait, alors déjà, le gros déclic, il a été il y a 1 an et demi, où j'ai commencé à faire du coaching. Parce qu'en fait, naturellement, les gens venaient me voir, venaient me demander des conseils, etc. Et puis, moi, j'ai commencé à vraiment lire énormément, à écrire beaucoup sur le sujet. Enfin, j'ai vraiment continué mes recherches à titre pro comme à titre perso sur tous les sujets autour de la sexualité et des relations et du désir de manière plus générale, la dynamique du couple et tout ça. Et plein de gens venaient me demander, poser des questions. Et à un moment donné, un peu comme ça, j'ai essayé dans ma newsletter, j'ai dit, tiens, j'ouvre ma ligne téléphonique. Et en fait, assez rapidement, j'ai commencé à avoir des clients. Et très vite, là par contre, ça a marché, dans le sens où, lorsque j'ai eu mes premiers clients, je me suis sentie hyper bien. Et pour moi, ça a été ça l'indicateur. Je me suis dit, waouh, ok, là, rien à voir avec les discussions de marque où putain, tout était lourd pour moi quoi, à gérer. Je me sentais toujours tiraillée par ce qu'on me demandait de faire ou par tout ce que je devais apprendre qui finalement ne m'intéressait pas trop, ce côté marketing-là. Et là, avec les clients, je me sentais hyper à ma place. Donc, c'est là où j'ai vraiment commencé à consacrer mon énergie sur le coaching, à me dire, ok, ma vocation, elle est là. Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que j'arrête, dans ce cas-là, le sponsoring, les donations, etc. Pareil, je vais mettre en pause, je vais voir comment ça évolue, mais d'abord, il faut que je trouve mon alignement à moi avant de réfléchir au reste, quoi. Et du coup, le mastermind est arrivé à un moment où justement, j'avais élagué déjà les autres options. Je m'étais dit, ok, en fait, maintenant, j'ai vraiment envie de me concentrer dans le coaching. J'ai le temps, l'espace et l'énergie pour ça. Ouais, ça y est, je me sens bien avec moi-même, avec ce que j'ai envie de faire. Par contre, maintenant, du coup, j'ai besoin d'être accompagnée pour comprendre, pour justement aller plus vite dans ces choix de, ok, ça oui, ça non, ces stratégies oui, ces stratégies non. Je me connais assez pour savoir que quand on va me conseiller quelque chose, je vais pouvoir dire oui ou dire non. Et du coup, ça va aller plus vite aussi. Et comment tu l'as vécu, du coup, l'entrée dans le mastermind? Comment tu as vécu le truc, quoi? Enfin, parce que là, on est à mi-parcours à la date de l'interview, là. Comment ça s'est passé? T'es arrivé? Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré parce que je savais que c'était le bon moment pour moi. Ouais. Donc, j'étais hyper open à ce qui allait se passer. J'étais prête à ce qu'on me mette dans une machine à laver et qu'on me dise tout ce que tu pensais que tu allais faire dans les 3 prochains mois, tu vas pas faire ça. Donc oui, moi j'ai adoré. J'étais vraiment en demande en fait de ça, quoi, d'un coaching un peu intensif, d'une direction et de trouver mon offre aussi. Parce qu'en arrivant dans le mastermind, j'avais pas d'offre et c'était un peu le problème, c'est que justement j'ai plusieurs talents, je pense que j'ai plein de choses à offrir dans ce monde, mais j'avais pas de goulot, d'entonnoir dans lequel mettre mes différents talents.
Et Donc là, aujourd'hui, c'est ouais. quoi un peu ton système que tu as mis en place dans le... Bon, je le sais, mais c'est pour l'interview. C'est quoi le système que tu as réussi à mettre en place là maintenant, en 3 mois à peu près, dans le mastermind? Alors du coup, on a créé une offre irrésistible. Donc ce qu'on appelle... tu veux que j'explique ça? Rapidement, mais Ok. surtout le système que tu as mis en place dans le but, comment tu arrives à avoir des clients, comment tu les transformes, qu'est-ce que tu proposes, tu vois? Ok. Du coup, ce qui a été mis en place, c'est que je me suis formée à la pub. Déjà, ça c'est un gros truc parce que ça je connaissais pas du tout. Je me suis formée à la pub. Via la pub, j'ai pu créer un lead magnet avec un quiz. Ensuite, avec le quiz, après, du coup, il y a une proposition de rendez-vous pour un appel découverte de coaching. Et à partir de là, en fait, j'avais différentes personnes qui étaient plus ou moins qualifiées déjà par rapport au quiz. Et donc ça, c'est la V1 du tunnel de vente. Et maintenant, justement, je suis en train de mettre en place un peu la V2. Parce que moi, j'ai pu voir typiquement qu'avec ce que je fais, qui est quand même de l'accompagnement relationnel dans le couple, enfin, c'est des sujets très sensibles. Du coup, je m'adresse à une audience qui a besoin d'apprendre à me connaître. Et donc, venant de la pub, ça peut être assez froid comme contact. Donc, ils ont besoin d'être mis en confiance, puis de voir si ça va matcher, même avant de me rencontrer par téléphone. Donc là, je suis en train de voir une V2 de système du tunnel de vente pour mettre plus de vidéos dans mon système, pour leur donner confiance, voilà. Merci beaucoup. Ce que j'aime bien, là, c'est la deuxième interview que je fais. Et avant, j'ai interviewé Maxime. Et vous avez un truc en commun. Et je trouve que c'est beau dans vos deux parcours, qui est que vous avez commencé pas par le besoin d'entreprendre dans le but de gagner de l'argent rapidement, vous avez tous les deux commencé par le fait de vouloir créer et de créer à partir d'un genre d'alignement où vous sentez que c'était ce qui vous faisait du bien et ça a fonctionné. Maxime, il a créé un blog, toi tu as créé des podcasts, vous avez fédéré une audience, vous avez trouvé un peu votre place qui vous passionnait et en fait à partir de là, après vous avez essayé de monétiser la chose et je trouve que c'est une belle porte d'entrée en tout cas pour entreprendre. Merci. Non, parce que je pense que pour ceux qui vont potentiellement nous écouter, partir de la passion, partir de cet alignement, c'est quelque chose qui permet de créer quelque chose de résilient dans le temps et de ne pas aller chercher forcément l'objet un peu brillant et que du coup, et c'est un peu l'axe en fait de l'incubateur qu'on a créé avec Elliot, qui est de chercher à entreprendre de manière alignée et pour permettre de créer quelque chose de résilient. Après, si c'était tout à refaire, clairement, ou même si je devais conseiller quelqu'un demain qui est au stade 0, je lui dirais direct, ok, c'est bien, suis ta passion et tout, mais réfléchis à comment tu vas gagner ta vie. Je pense que voilà, moi, dans mon parcours, si j'ai vraiment fait une grosse erreur, c'est que j'ai pas assez réfléchi. Pendant longtemps, j'étais un peu dans le déni de ça, me dire oui, l'argent, ça va tomber. Et c'est une question de contexte aussi, tu vois, parce que quand tu es un peu isolé ou que tu n'as pas forcément des entrepreneurs à côté de toi, tu n'as pas forcément les mots techniques, tu n'as pas l'état d'esprit, tu n'as pas tout ça, quoi. C'est ça aussi, quoi. Le contexte, il joue, quoi. C'est ça le truc avec l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, de fil en aiguille, tu changes, ton environnement change, que tu le veuilles ou non. C'est ça, voilà. Et aussi des relations, enfin, il y a tout un écosystème en fait. C'est pas juste tu changes de métier, c'est beaucoup de choses qui sont impactées et c'est un énorme travail de développement personnel. Colette, merci beaucoup pour cette interview, c'était très cool. Je pense que tu as un parcours inspirant pour toutes les personnes qui vont nous écouter. Si vous avez envie d'échanger avec nous sur votre projet pour potentiellement rejoindre l'incubateur, n'hésitez pas à prendre un appel et on se fera un plaisir d'échanger avec vous.